Une heure et quart. Oh non, non, Allez. c'est bon, j'ai bien que payé. Alors bonsoir à tous ceux que je n'ai pas pu saluer en arrivant. Alors je vais partir du titre qui a été donné et qui effectivement m'a semblé être un peu le prolongement du débat organisé l'an dernier, là, dont Michel vient de parler à la Sorbonne, les mutations de la CGT de 1980 à aujourd'hui. Alors, ce qui suppose d'abord que la CGT a connu des changements depuis 1980. Hein, c'est notamment ces fameux 20 ans qui ont changé la CGT, pour reprendre le titre d'un ouvrage que sans doute un certain nombre d'entre vous ont lu. Des changements qui, a priori, là aussi, si le 1980 a été choisi comme date de départ, ont sans doute été particulièrement marqués depuis ce moment-là, depuis ce début des années 80. Et il me semble aussi que si on s'interroge sur ces questions-là, c'est qu'évidemment, la CGT est de fait une organisation plutôt en difficulté, hein, au sein aujourd'hui d'un champ syndical qui lui-même est en difficulté, mais plus particulièrement le syndicalisme CGT me semble euh, peut-être pas redéfinir, mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a eu, je terminerai sur le dernier congrès confédéral, il y a un certain nombre de clarifications qui ont été souhaitées, je dirais, et qu'on peut faire émerger des débats qui ont eu lieu de ce congrès-là. Et on verra bien ce que ça va concrètement donner, même si pour le moment, je vais citer une phrase d'un ami qui m'envoie régulièrement les comptes rendus des CCN de la CGT et de certaines commissions exécutives confédérales. Lors de un de ces derniers envois de documents, il m'écrit la CGT a du mal à se redéfinir après les conflits de 2023. Bon, donc je pense que c'est sans doute le sujet d'aujourd'hui. Alors je vais revenir quand même sur la date choisie comme césure dans un premier temps, 80. Bon. Alors j'ai un peu réfléchi pourquoi 81. Ouais. Pourquoi 1980? Je pense qu'en effet, 81, on peut considérer que il se passe suffisamment de choses sur le plan syndical et sur le plan politique pour que l'on puisse prendre cette date-là, ou en tout cas le début des années 80, sans forcément figer à 81, comme moment, comme césure pertinente. Alors syndicalement, hein, je rappelle quand même brièvement ce qui se passe à ce moment-là. On est à la veille d'un changement de secrétariat général à la CGT, hein, puisque Henri Krasuki va succéder à Georges Segui au congrès de Lille en juin 1982. Ce changement de personnalité, pour certains, marque aussi un tournant pour la CGT, au-delà même de la personnalité choisie, tournant qui pour certains serait marqué par euh, un retour en quelque sorte à ce qu'il qualifie d'isolement identitaire, après la tentative que d'autres qualifient d'ouverture ou de modernisation entreprise par Georges Segui, à laquelle Henri Krasuki aurait mis un coup d'arrêt, donc marquant un retour en quelque sorte, si je suis la logique de ceux qui soutiennent l'idée que la CGT sortait avec le congrès de Grenoble en 78 et la période Segui, d'une période où la CGT cherche à s'ouvrir et à se moderniser, une espèce de CGT archaïque, hein, qu'incarnerait une CGT repliée sur elle-même, qu'incarnerait en quelque sorte Henri Krasuki. Alors cette idée-là, elle circule à la fois d'ailleurs dans l'historiographie, hein. Bon, si je prends un exemple, la synthèse de Michel Dreyfus, qui est d'ailleurs est très intéressante, hein, sur la CGT, reprend un peu cette idée-là, hein, qu'au fond, la CGT du début des années 80 et surtout à partir de 84 et de la sortie des ministres communistes du gouvernement de l'époque, marquerait donc cette espèce de retour à un isolement identitaire. C'est vrai aussi dans des publications plus récentes. Je pense par exemple, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, au livre d'Alain Guinaud, l'ancien secrétaire de Georges Segui, qui s'appelle Georges Segui, le choix de l'audace,
et qui d'ailleurs de ce point de vue-là, en termes de vocabulaire employé, en termes de sémantique, est tout à fait significatif parce que dans son ouvrage revient sans cesse ces termes-là, modernisation, ouverture, opposés donc à un Krasuki archaïque, voilà, et une CGT archaïque incarnée par Krasuki qui se crisperait en quelque sorte au sortir de cette tentative d'ouverture avortée de la part de Georges Chegui, qui serait retournée en quelque sorte sur ses bases identitaires. Il y a un troisième point qui me paraît important aussi à considérer en termes de transformation du champ syndical plus largement. Le début des années 80, on est dans les premiers temps du recentrage du paysage syndical. Je reviendrai sur cette notion dont vous savez sans doute qu'elle est la plupart du temps utilisée dans la recherche en particulier pour désigner l'évolution de la CFDT, passant, enfin si je dis ça de manière lapidaire, passant de l'autogestion à la gestion, passant du conflit social au dialogue social. Bon, et ce terme de recentrage, je l'ai utilisé, j'y reviendrai, et j'ai cherché à l'étendre à l'ensemble du paysage syndical, parce qu'il me semble que entre la charnière des années 70-80 commence en effet avec des chronologies différentes, avec des évolutions plus ou moins marquées, un recentrage généralisé du syndicalisme. C'est la raison pour laquelle, dans un de mes livres qui s'appelle Le syndicalisme, la politique et la grève, j'ai soutenu la thèse, que je soutiens toujours, que le paysage syndical a connu des recentrages. Il y a eu celui de la CFDT d'abord, et celui des autres ensuite. Et quand je dis des autres, je pense y compris à la CGT. Et je reviendrai sur ce que j'entends par cette expression de recentrage appliquée à la CGT. Et puis, quatrième point concernant le paysage syndical de ce moment, c'est aussi le début de la phase de désyndicalisation que l'on fait démarrer en 79 et qui, depuis, si elle a ralenti cette phase de désyndicalisation, ne s'est pas vraiment totalement démenti, puisque les derniers chiffres, d'ailleurs, y compris de la DARES, l'organisme de recherche du ministère du Travail, montrent que ces dernières années, on a eu une stabilisation, mais quand même encore un petit effritement des taux de syndicalisation, même si le dernier mouvement sur les retraites a montré une résurgence des adhésions, enfin, qui me semble à relativiser pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Sachant que quand on parle de désyndicalisation à partir de 79, il faut quand même rappeler que le taux de syndicalisation en 79 était situé entre 17 et 18%. Sachant qu'aujourd'hui, il est autour de 10%. Donc, on est presque au double de taux de syndicalisation. Alors, qui va toucher en plus, plus particulièrement, la CGT, pour une raison, à mon sens, assez simple, qui est la désindustrialisation. Le modèle syndical historique de la CGT, c'est le syndicalisme industriel, le syndicalisme ouvrier. Les grands bataillons, c'était les métallos, les sidérurgistes, les mineurs, enfin bref, toute une série de professions qui soit ont disparu pour ce qui concerne les mineurs, soit sont aujourd'hui devenues des professions, ou en tout cas des secteurs industriels de plus en plus résiduels. Et donc cette désindustrialisation, évidemment, elle va en termes d'adhésion, mais aussi, je pense, en termes de choix de syndicalisme, elle a des conséquences particulièrement fortes sur la CGT. Après, le début des années 80, c'est aussi un contexte politique particulier. C'est la gauche au pouvoir, avec cette expérience qui, avec le recul, en a déçu beaucoup et qui, de ce point de vue-là, je pense, a été un marqueur important, y compris des transformations du champ syndical face à ce qui a été vécu par beaucoup comme, au terme de l'expérience, comme une déception. L'affaiblissement qui se confirme aussi du Parti communiste. C'est aussi ça qui se passe. Or, l'affaiblissement du Parti communiste, c'est évidemment quelque chose qui a un impact général, mais qui me semble en avoir un en particulier par rapport à une confédération dont on sait qu'elle a longtemps été particulièrement liée à cette organisation politique avec laquelle s'étaient construites des articulations qui se sont d'ailleurs à de nombreuses reprises révélées tout à fait efficaces.
Le troisième point, qui est lié là aussi au changement politique, c'est une série de réformes. Et ça, je pense que c'est un élément important. Une série de réformes qui sont engagées lors du début du premier septennat de François Mitterrand, qui consistent à conduire le mouvement syndical sur le chemin de ce qu'on va appeler communément, hein, d'un terme qui s'installe justement dans la première moitié des années 80 dans le vocabulaire des relations sociales, qui est le terme de dialogue social. Et je pense en particulier à cet égard à la loi Auroux du 13 novembre 82, hein, que vous connaissez sans doute, qui est la loi qui institue les négociations annuelles obligatoires, mais qui est pensée dans une perspective consistant à susciter une dynamique de négociation collective en contournant la conflictualité qui était alors encore d'un niveau fort élevé. Hein, il faut se rappeler quand même que le début des années 80, on sort à peine de ce que les historiens appellent aujourd'hui les années 68, hein, c'est-à-dire celles qui vont bien au-delà du mouvement de mai-juin lui-même. Et en effet, tout au long des années 70, on a une quantité extrêmement élevée de conflits sociaux, et de conflits sociaux souvent d'ailleurs d'une intensité extrêmement dure, si je puis, hein, si je puis utiliser ce mot-là, avec des séquestrations, avec des occupations, enfin bref, toute une série de pratiques transgressives, hein, qui sont assez répandues tout au long de ces années 70, pendant lesquelles donc est conçu un projet autour de Jacques Delors, hein, d'ailleurs, enfin, je n'ai pas le temps de le développer, mais je l'ai fait ailleurs, un projet qui consiste à déconstruire le modèle français de relations sociales, qui est un modèle construit sur ce que j'appelle la régulation conflictuelle des rapports sociaux, dont la CGT est l'incarnation, dont elle est la substance, hein, et en déconstruisant ce modèle, d'amener le syndicalisme vers, on va dire, un positionnement plus, alors si je puis me permettre ce raccourci, plus social-démocrate, hein, et en tout cas moins conflictuel et plus tourné vers le compromis. Voilà, hein, vers des processus donc qu'on va appeler à ce moment-là, qu'on va commencer à appeler de plus en plus souvent des processus de dialogue social, et qui, à mon sens, ont un impact, y compris sur le modèle CGT, parce que jusqu'à la fin des années 70, même si la CGT n'est sans doute plus la CGT hégémonique qu'elle fut au moment de l'après-guerre, elle reste encore très largement le modèle dominant de syndicalisme. Quand je dis modèle dominant, c'est-à-dire à la fois celui qui domine, mais aussi celui par rapport auquel se positionnent ceux qui ne sont pas dominants. Et donc, c'est un peu le point de repère, si je puis dire, hein, le point de repère historique, conceptuel, y compris en termes de pratique, du champ syndical. Et donc, il y a aussi, de la part de ceux qui promeuvent ces processus dits de dialogue social, cette idée que ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où la CGT elle-même soit se convertira à ces pratiques, soit sera suffisamment affaiblie pour qu'il soit possible de la contourner, et de contourner les pratiques autour desquelles elle s'est construite, c'est-à-dire ces pratiques de conflictualité. Voilà. Et tout ça dans le cadre évidemment plus large d'une montée en puissance dans le monde occidental du néolibéralisme, qui n'est pas non plus, je pense, une circonstance qu'il faut complètement négliger par rapport aux transformations que l'on connaît dans le champ syndical et politique depuis une quarantaine d'années. Donc il y a effectivement toute une série, on voit à mon sens, de circonstances marquantes, hein, à partir de ce moment charnière là, du début des années 80, mais qui, pour être bien compréhensibles, me paraissent devoir être replacés dans une perspective de plus longue durée. Voilà. Parce que c'est cette perspective de plus longue durée qui permet justement de bien mesurer s'il y a eu transformation ou au contraire s'il y a eu permanence, et si transformation ou permanence il y a eu, quelles sont-elles? Hein, voilà. Donc je vais revenir brièvement euh, sur, sur les grands traits que je propose de lecture de l'évolution du syndicalisme. Alors j'irai à très très grands traits pour les premières périodes, pour me focaliser donc sur celles qui commencent principalement à la charnière des années 70-80, et pour aller donc jusqu'au dernier congrès confédéral de la CGT. Alors,
j'ai proposé, donc dans l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, là, le syndicalisme, la politique et la grève, j'ai proposé une espèce de grille de lecture de l'évolution du champ syndical dans l'histoire, que j'ai divisé en 4 âges. Bon. Que j'ai divisé en 4 âges, euh, et qui, si je résume, hein, qui vont en quelque sorte d'une époque qui était celle de la contre-société à celle de l'intégration institutionnalisée du syndicalisme comme corps intermédiaire. Pour arriver de l'un à l'autre, il a fallu traverser un certain nombre d'étapes. Pour moi, la première étape, la première période, c'est celle qui va de la Révolution française jusque à la loi de 1884, en gros, qui est une période au cours de laquelle le syndicalisme est un fait coupable. Voilà. Est un fait coupable, progressivement toléré, mais qui reste un fait coupable dans la mesure même où il faut attendre, comme vous le savez, la loi de 1884 pour que les chambres syndicales deviennent légales, même si elles existaient, y compris lorsqu'elles ne l'étaient pas. Hein, ça, c'est aussi un enseignement de l'histoire. Vous pouvez interdire la grève, vous pouvez interdire aux travailleurs de s'organiser, ils le font quand même. Hein. Alors bien sûr, peut-être de manière un peu moins intense et de manière plus risquée, mais ils le font. Enfin, j'ai travaillé aussi sur l'histoire des grèves, y compris à l'époque où l'interdiction était présente et la répression la plus forte, il y en avait quand même. Bon. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on a fini par les légaliser, c'est précisément parce que l'ordre dominant, à un moment donné, s'est dit, bah, finalement, plutôt que d'avoir comme ça à la fois des militants et des conflits sociaux clandestins qu'on n'arrive pas à bien identifier, bien déterminer, qu'on n'arrive pas à juguler, qu'on n'arrive pas non plus à apaiser par des processus de négociation qui pourraient exister s'il y avait des organisations dédiées, là, ils finissent par se convaincre hein, que finalement, il vaut mieux avoir des organisations légales plutôt que un militantisme clandestin ou une conflictualité clandestine, parce que c'était quand même ça qui prédominait jusqu'aux dernières décennies du 19e siècle. Voilà, donc je pars d'ailleurs en 1791, hein, puisque 1791, c'est la fameuse loi Le Chapelier hein, qui interdit ce qu'on appelle à l'époque les coalitions. Alors, ce qu'on appelle à l'époque les coalitions, c'est l'organisation des travailleurs, d'une part, et la possibilité d'arrêter le travail, d'autre part. Mais le mot syndicat pour désigner les organisations de travailleurs et le mot grève pour désigner les arrêts de travail n'existent pas encore. Ça va être un peu plus tard. Donc là, on a une première période, voilà. Il y en a une deuxième qui, de mon point de vue, va de la fin du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui est celle que j'appelle la période s'agissant du syndicalisme, du fait social en voie de banalisation et d'intégration. Et ce moment-là, il me semble important parce que cette période donc qui va de la fin du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment à ce moment-là que se construit le socle de la culture syndicale dominante et plus particulièrement de la culture de la CGT, la culture historique, des valeurs historiques de la CGT, assise sur ce qu'on appelle pour cette période le syndicalisme révolutionnaire, que d'autres appellent soit alternativement, soit différemment, le syndicalisme d'action directe, qui repose, comme vous le savez sans doute, sur l'idée d'autonomie ouvrière. Hein, c'est vraiment ça le modèle syndical français, hein, syndicalisme révolutionnaire, action directe, autonomie ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, si je résume vraiment très très brièvement et à grands traits, ça veut dire la grève comme pratique privilégiée, ça veut dire la transgression assumée. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose sur quoi j'insiste volontiers, parce qu'il me semble que ça fait partie précisément des transformations de longue durée du syndicalisme qui est passé au fond d'une transgression assumée à, euh, comment dirais-je, à des pratiques et des modalités d'action de plus en plus normées, de plus en plus encadrées dans des dispositifs légaux et qui ont de plus en plus de difficultés à s'extraire de ces dispositifs légaux et normés. À l'époque, c'est pas du tout le cas, y compris d'ailleurs, je cite souvent cet exemple-là vis-à-vis de la loi de 1884, qui obligeait les syndicats à se conformer à la loi, c'est-à-dire à se déclarer, hein, à déclarer leur existence et à donner les noms de leurs dirigeants, ce que refusaient certaines organisations pensant que c'était le meilleur moyen de livrer les noms de leurs dirigeants et de leurs militants aux autorités.
dont on se méfie encore particulièrement à ce moment-là. Et donc, il y a tout un débat 20 ans après le vote de la loi, en 1904, au congrès de la CGT, à Bourges, si je ne dis pas de bêtises, où un syndicat demande, exige que l'ensemble des organisations syndicales, des syndicats de la CGT, se mettent en conformité avec la loi. Donc, il y a un gros débat là-dessus, est-ce qu'il faut ou pas se mettre en conformité avec la loi? Et le débat est tel qu'il faut que le secrétaire général de l'époque, qui s'appelle Victor Griffel, monte à la tribune pour dire bon, on est la CGT, et donc les syndicats qui estiment que c'est mieux pour eux de se mettre en conformité avec la loi, qu'ils le fassent. Ceux qui estiment au contraire que ça ne leur est pas favorable, eh ben, qu'ils ne le fassent pas. Voilà. À savoir donc, en substance, la CGT considère que si la loi peut avoir ou peut lui donner des perspectives favorables, elle l'utilise, elle s'appuie sur elle. Si en revanche il estime ou elle estime qu'elle ne lui est pas favorable, voire qu'elle lui est nocive, à ce moment-là, elle la rejette et elle s'autorise à ne pas être inclus dans des formes d'alignement, de domestication par des dispositifs légaux. Donc grève, transgression assumée, et puis cette fameuse, et vous connaissez sans doute si vous êtes à la CGT, et j'imagine que beaucoup d'entre vous le sont, ce qu'on appelle donc la double besogne. Bon, chacun la connaît, cette double besogne, la revendication quotidienne d'un côté, la perspective utopique de l'autre, c'est-à-dire la perspective de transformation et de renversement du capitalisme sous l'égide des organisations syndicales via une grève générale qui exproprierait les capitalistes et qui rendrait les clés des usines aux ouvriers et à leurs organisations syndicales. Donc cette double besogne, un teneur de revendications quotidiennes et à versant utopique. Versant utopique que je trouve d'ailleurs fort intéressant lui-même quand on creuse un peu, parce que ce versant utopique, il n'est pas simplement l'idée que la CGT dispose d'une espèce de projet politique, synthétisé dans un ouvrage fameux écrit par Émile Pouget et Émile Patot. Ils décrivent comment on fera la révolution, c'est ça leur ouvrage. Alors très marqué d'ailleurs par le socialisme utopique, encore très, très fort dans le mouvement ouvrier, enfin, en partie de l'époque. Mais ils expliquent aussi dans d'autres textes que l'utopie, elle a une autre fonction. Et l'idée qu'au fond, le syndicalisme va porter un autre modèle de société, ça n'est pas seulement être porteur d'un projet politique de long terme et être porteur d'une perspective de transformation, mais c'est aussi au travers de cette proposition utopique et de cette proposition de perspective de transformation, un moyen, un outil pour éviter de tomber dans l'institutionnalisation, c'est-à-dire l'intégration aux institutions que souhaite l'ordre dominant. Et c'est assez intéressant parce que lorsqu'Émile Pouget, sur lequel je suis en train de travailler, dont je vais, sous forme des petites brochures que vous avez vues peut-être à l'entrée, reprendre une partie de sa brochure qu'il a intitulée la Confédération générale du travail, qu'il a publiée en 1908, et dans laquelle il présente donc la CGT, c'est très intéressant parce que il explique justement, et déjà il a cette conscience, il le dit sur plusieurs pages, à propos du ministère Millerand, à propos des bourses du travail, que ceux qui gouvernent, ceux qui dominent, à savoir donc, de son point de vue, et je pense que son point de vue peut être partagé, ceux qui au fond sont les défenseurs du statu quo, c'est-à-dire qui considèrent que le système capitaliste est le meilleur qui puisse exister. L'objectif de ceux qui soutiennent cet ordre capitaliste sera toujours de faire en sorte, et il le dit presque comme ça, sera toujours de faire en sorte d'intégrer à ces injonctions, d'intégrer à ces perspectives le champ syndical pour en faire non pas un adversaire, mais un partenaire, c'est-à-dire pour en faire des structures qui ne seraient plus menaçantes, mais des structures qui, au fond, accompagneraient les décisions politiques ou les décisions économiques prises par l'ordre dominant. Et d'ailleurs, dans les débats qui président à la loi de 1884, sur laquelle j'ai fait un livre, c'est très intéressant parce que les parlementaires de l'époque le disent. Il vaut mieux légaliser le syndicalisme parce que vous verrez, en le légalisant, on arrivera à en faire ce que Pierre Rosanvallon appelle, et j'aime bien son expression, à en faire des béquilles du social. Voilà, on va en faire des béquilles du social,
avec comme objectif de les laisser dans leur champ qui est celui, au fond, de la gestion du social, hein, et surtout d'éviter qu'ils ne cherchent à s'immiscer dans cet autre champ dont ils doivent être tenus totalement à l'écart, qui est le champ de l'entre-soi politique. Hein. Et il y a vraiment cette dimension-là qui ressort des débats et qu'on retrouve, alors évidemment dans une perspective inversée, hein, qu'on retrouve dans les écrits de beaucoup de ces dirigeants de la CGT, de ce qu'on appelle chez les historiens la belle époque, qui n'est pas toujours très belle d'ailleurs, enfin bon, bref, toujours est-il que y a vraiment cette conscience que la CGT, le syndicalisme, va constamment être confronté à cette tentation, voilà, à cette tentation de l'absorption par l'ordre dominant. Et donc pour lui, avoir une perspective utopique, avoir une perspective de long terme, avoir un projet de transformation radicale de long terme, c'est une façon de résister à ça. Parce que si on n'a pas de projet, c'est un peu leur raisonnement, si on n'a pas de projet construit, cohérent, de long terme, de transformation claire et nette, on va plus facilement se laisser attirer par les sirènes de l'intégration institutionnelle. Voilà, c'est vraiment ça leur raisonnement et c'est au fond, même si la CGT n'a jamais été entièrement syndicaliste révolutionnaire, hein, loin s'en faut, chacun le sait, ça a toujours été d'ailleurs une organisation très très variés hein, à tout point de vue. Leur idée étant d'ailleurs aux syndicalistes révolutionnaires de rassembler tout le monde à partir d'un socle qui est celui de l'exploitation et de la domination que subissent les travailleurs, hein, indépendamment de leur conception religieuse, philosophique ou politique, hein, pour reprendre des termes qui sont contenus dans la fameuse charte d'Amiens. Donc à ce moment-là se construit vraiment ce modèle. Voilà. Alors que d'autres pays au même moment en choisissent d'autres. Hein. Les Allemands choisissent un autre au même moment. Hein. 1906, c'est l'année où chacun choisit un peu sa voie. Il y a des congrès en France où la CGT choisit sa voie à elle. La même année, il y a un congrès en Allemagne qui décide que la revendication quotidienne, c'est pour le syndicat et le projet politique, c'est pour le Parti social-démocrate. Et puis, il y a les Anglais qui, la même année, en 1906, hein, le Trade Union Congress, qui décident de créer un Labour, à savoir un parti politique qui va, en quelque sorte, porter ses revendications dans les enceintes parlementaires. Bon, et en France, vous avez le syndicalisme révolutionnaire qui décide de faire le choix de porter le tout. Voilà, c'est-à-dire de considérer au fond qu'il y a une espèce de pan-syndicalisme hein, qui serait le meilleur moyen de transformer à la fois le social et le politique, et donc qui investit, qui considère qu'il est en droit d'investir les deux champs. Ensuite, il y a pour moi une troisième période qui va de l'après-guerre au tournant des années 70-80, qui est celle que j'appelle la période de l'institutionnalisation d'un contre-pouvoir intégré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, s'agissant de la CGT, bon, la CGT devient de manière plus prégnante que dans la période qui précède, devient de manière plus prégnante un instrument de régulation conflictuelle des rapports sociaux. Voilà, c'est-à-dire qu'il conserve toute une série de traces majeures de son histoire précédente, à savoir l'idée selon laquelle les rapports sociaux, c'est le conflit de classe. Hein, en gros, schématiquement, on peut résumer ça de cette façon-là, mais qui participe à une forme de régulation qui, à ce moment-là, est intégrée par tout le monde. C'est la grande époque de ce qu'on appelle l'échange fordien, hein, où en gros, contre plus de productivité, vous avez de meilleurs salaires, et à partir du moment que cet échange fordien, pendant la période dite, même si j'aime pas trop ce terme, dite des Trente Glorieuses, hein, qui va en effet prédominer, et le conflit est là pour réguler les dysfonctionnements de cet échange fordien. Voilà. Et de fait, quand on regarde les statistiques de grève, il n'y a jamais dans notre histoire, il n'y a jamais eu autant de grèves que dans les années 50, 60, 70. On est vraiment dans la grande époque du conflit social. Mais conflit social qui n'est pas forcément l'idée d'une rupture par rapport à l'ordre dominant, qui peut être une forme de rupture momentanée, mais qui n'est pas une espèce de première étape de la bataille ou de la révolution sociale, mais qui est simplement la première étape d'un processus qui doit conduire à remettre sur ces bons rails une régulation, un échange fordien qui dysfonctionne.
Donc, c'est pour ça que je parle de régulation conflictuelle des rapports sociaux. Voilà. Donc, la CGT reste de ce point de vue, donc, hein, sur cette idée de cette conflictualité qui préside aux rapports sociaux. Par ailleurs, le changement qui se produit pour elle à ce moment-là, c'est qu'au fond, alors qui était déjà en partie vrai au moment où, quand il y a eu la scission de l'entre-deux-guerres, CGT-CGTU, qui était déjà largement présente, mais qui l'est encore plus à ce moment-là, à mon sens, qui est l'idée selon laquelle le projet politique est concédé à un parti avec lequel des formes d'articulation, d'association sont recherchées. Pour pas le nommer, évidemment, le Parti communiste de manière plus privilégiée, mais une CGT qui demeure un contre-pouvoir, qui ne se vit pas comme un corps intermédiaire. Parce que les corps intermédiaires et contre-pouvoir, enfin, peut-être que je vous rappelle des choses basiques et tellement banales pour vous que ça va vous paraître ridicule, mais au cas où, je rappelle quand même que c'est la raison pour laquelle j'ai toujours cette tendance à envoyer comme message à un syndicaliste ne vous considérez pas comme un corps intermédiaire, mais comme un contre-pouvoir. Un corps intermédiaire, c'est ce que veut le pouvoir. C'est-à-dire une interface entre les dominants et les dominés. Une interface qui peut jouer le rôle de messager entre l'un et l'autre, qui peut jouer le rôle d'amortisseur entre l'un et l'autre. Et preuve en est, même Louis XIV, hein, ce fameux monarque absolu de droit divin dans toute sa quintessence, il avait besoin, il s'appuyait lui aussi sur des corps intermédiaires. Bon. Donc même la monarchie absolue de droit divin, elle avait besoin de corps intermédiaires parce que ce sont eux qui irriguent le corps social. Voilà, mais qui irriguent le corps social dans un sens qui, d'une certaine manière, permet la pérennité de l'ordre dominant. Un contre-pouvoir, c'est autre chose. Un contre-pouvoir, c'est au contraire une forme d'organisation, quand ce terme désigne une organisation, une forme d'organisation qui se considère en contradiction dans les objectifs et les revendications qu'elle porte avec ce que cherche à imposer cet ordre dominant auquel elle s'oppose, avec les pratiques qui sont les siennes, et avec, si nécessaire, l'existence d'un projet, y compris politique, porté par elle-même ou, comme je le disais, porté en association avec d'autres, mais en tous les cas, ne s'interdisant pas d'être dans une démarche et au contraire privilégiant en quelque sorte une démarche de rapport de force, une démarche de contradiction, une démarche d'opposition, une démarche éventuellement de rupture en termes de modalités de construction de la société. Ça n'est pas la même chose qu'un corps intermédiaire. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, la CGT de cette période-là reste bon an, mal an, dans la perspective qu'elle est un contre-pouvoir, même si Siné faisait dire en 68 à la CGT, hein, vous vous souvenez de ce fameux dessin, on voit De Gaulle dire la Chienlit non, la CGT oui. Hein. Certains accusant déjà à ce moment-là la CGT d'être plutôt incluse dans une forme de régulation qui lui faisait recevoir cette accusation de participer à sa manière à la pérennité du système en place. Mais en tous les cas, elle est quand même toujours dans un projet de rupture, voilà, même si c'est plus l'autonomie ouvrière, hein, elle est quand même dans un projet de rupture, mais selon d'autres modalités. La quatrième période, ce que j'appelle le quatrième âge, alors il y aura peut-être un cinquième, hein, ce que j'appelle le quatrième âge, c'est ce que j'ai appelé l'âge de la cogestion ou de la consécration du syndicalisme de régulation et d'accompagnement. C'est la période des recentrages que j'évoquais tout à l'heure. Donc, comme vous le savez, comme j'ai un peu évoqué tout à l'heure, cette expression, elle est employée pour désigner les changements intervenus à la CFDT, pardon, à partir de 1977-78, hein, où la CFDT met, pour reprendre une expression de René Mouriot, met la radicalité en débat et entérine son abandon, hein, au profit, au fond, de l'adaptation aux circonstances qui mène à un syndicalisme qu'on peut aujourd'hui appeler un syndicalisme de partenariat social, hein, ou ce que j'appellerais aussi un syndicalisme de lobbying, hein, dans la mesure où, au fond, il s'agit dans ce type de perspective, un peu comme un lobby, de rechercher à peser en amont sur les perspectives législatives, sur les prises de décision du pouvoir, pour essayer d'en amortir les gros chocs. Et si ça ne fonctionne pas, la plupart du temps,
soit de s'arrêter là, soit de faire usage, comme on l'a vu lors du mouvement sur les retraites, de manifestations, mais certainement pas, et en tout cas si possible, certainement pas, d'une conflictualité frontale. Voilà. Et moi, il me semble que ce processus-là de recentrage, je le disais tout à l'heure en commençant, on peut l'appliquer avec, encore une fois, une chronologie différente, avec des modalités qui ne sont pas strictement les mêmes à l'ensemble du champ syndical, et donc y compris à la CGT. Alors, cette idée de recentrage, j'ai essayé de la définir justement pour l'adapter à l'ensemble du champ syndical, comme étant ce que j'ai appelé, alors je me cite, hein, excusez-moi, dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, Syndicalisme, la politique et la grève, comme une politique aux atours co-gestionnaires qui s'appuie sur des pratiques d'accompagnement modulé des prises de décision prises par le champ politique, soit autrement dit, la volonté de prise de participation, parallèlement aux structures de pouvoir, à l'administration du monde tel qu'il est, sans perspective de transformation fondamentale. Voilà. Donc c'est ma définition de ce que j'appelle le recentrage appliqué à l'ensemble du champ syndical et qui concrètement, et si on schématise, hein, bien sûr tout ça dans le temps que l'on a est schématique, qui signifie des formes de conversion aux pratiques dites de dialogue social, qui signifie par conséquent, par voie de conséquence, une certaine mise à distance, plus pour certaines organisations que pour d'autres, des pratiques conflictuelles, ou alors ça peut être aussi l'adoption de ce que j'appelle une forme ritualisée de la conflictualité. Une forme ritualisée de la conflictualité qui s'appelle la journée d'action. Voilà, qui est typiquement, de mon point de vue, est une forme ritualisée de la conflictualité sociale, mais qui, de fait, on le voit, est très largement inoffensive, aux yeux, en tout cas, de l'ordre dominant, et si l'on se réfère à la manière dont celui-ci reçoit aujourd'hui ces journées, y compris lorsqu'elles sont à répétition et sur une très longue durée, chose qui, d'ailleurs, conduit, alors ça, je le dis parce que j'y pense en parlant de ça, mais qui me semble à quelque chose à réfléchir. Alors j'en parle plus longuement dans la brochure qui est à l'entrée, là, où j'essaie de faire un premier bilan à chaud du mouvement sur les retraites. On a basculé pour moi dans un schéma qui aujourd'hui est le schéma suivant, la manifestation et la grève en soutien, qui vient y compris permettre à ceux qui le souhaitent d'aller manifester pour pouvoir quitter leur travail pour aller manifester. Et la stratégie étant avant tout d'occuper l'espace public et de faire de la grève un instrument qui va permettre donc de nourrir la massivité des manifestations. Les grands mouvements sociaux du XXe siècle, et même, j'allais dire, oui, je pense qu'un des tournants du point de vue national, ça a sans doute été autour du mouvement de 2003, mais jusqu'en 95, le schéma, c'était grève plus manifestation, à savoir que la priorité était donnée à la construction de la grève, à la construction des mobilisations via le conflit social, ouvert, frontal, avec la manifestation en appui, qui vient scander la mobilisation. Et on est passé de ce schéma traditionnel, hein, et ça pour moi c'est un des effets des recentrages, ce schéma traditionnel, donc grève plus manifestation, à un schéma qui est devenu manifestation plus grève, qui vient les étayer, qui vient en soutien, et qui conduit à quelque chose qui, moi, me semble poser problème, qui est une forme d'individualisation de la pratique gréviste. Parce que lorsque le schéma dominant était grève plus manifestation, tout ça se construisait à partir du lieu de travail, sur le lieu de travail, au travers d'un collectif, avec toute une série de pratiques, assemblée générale, etc., etc. Quand on est dans le schéma manifestation plus grève, on est dans une forme d'individualisation de la grève. Parce que c'est chacun qui partant de chez lui, enfin, je schématise là encore, mais la plupart du temps, c'est chacun qui partant de chez lui fait grève pour pouvoir aller manifester, mais qui fait grève en quelque sorte tout seul, pour être un individu de plus,
dans l'espace public. Et là, on n'est plus dans la même perspective. Ça change, pour moi, ça change la culture de la grève. Et j'emploie ce mot à dessein parce que pour moi, alors pour certains, culture de la grève, ça va être employé en termes péjoratifs. Hein. Regardez cette culture de la grève, les cheminots, là, hein, vous avez entendu parler de ça sans doute hier, il y a d'autres moments. Mais je pense que justement, la culture de la grève fait partie de la culture syndicale historique française. Et donc, ce type de schéma me semble déconstruire cette culture qui s'est élaborée sur la durée et qui, de fait, d'ailleurs, s'est souvent révélée plutôt, plutôt efficace en termes de dynamique de progrès social. Et donc, dans cette perspective de forme d'action ritualisée, de journée d'action ritualisée ou d'individualisation de la pratique gréviste, sont mises à distance, la plupart du temps, les pratiques hors normes. C'est-à-dire, quand je dis les pratiques hors normes, c'est-à-dire celles qui s'exonèrent des rapports de droit. Voilà. Parce que dans l'idée de dialogue social, il y a ça aussi. Hein, l'idée qu'au fond, les rapports de droit doivent être privilégiés sur les rapports de force. Voilà. L'idée, c'est essayer d'éliminer les rapports de force pour privilégier les rapports de droit. Voilà. Et donc, en effet, on est à mon sens là-dedans. Ce qui conduit aussi, alors c'est un autre effet pour moi de ces recentrages, à des formes de dépolitisation du champ syndical. Voilà. Pour moi, on est aujourd'hui dans un champ syndical très dépolitisé. Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne, y compris en termes de perspectives de choix politiques de nos concitoyens. J'ai entendu dire récemment encore, alors je ne sais pas si je peux le dire, hein, parce que si jamais il y en a qui regardent, mais au sein même de la CGT, lors d'une réunion, hein, quelqu'un qui évoquait, alors je ne sais pas quelle étude dont il parlait ou quel sondage dont il parlait, mais en tout cas il s'en inquiétait, c'était quelqu'un qui était membre d'une CE fédérale. 22%, c'est le chiffre qu'il a cité, des adhérents de la CGT ou des sympathisants de la CGT, alors je ne sais plus lequel des deux il prenait, se disent prêts à voter pour l'extrême droite. 22%. Bon. Comment? Sympathisants. Alors c'est peut-être sans doute un peu moins, j'espère, en tout cas, chez les militants. Mais bon, voilà, il y a en tout cas la porosité qui pouvait exister de ce point de vue-là, elle est plus aussi nette qu'elle a pu l'être. Et il y a une diversité de choix politiques qui est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Mais bon, on peut y voir aussi l'effet d'un effritement de la colonne vertébrale politico-idéologique des organisations syndicales. Je dis bien des organisations syndicales parce qu'elle n'était pas vraie seulement à la CGT. Hein. Tout à l'heure, on parlait de 81. En 81, en dehors des ministères communistes, les ministères socialistes sont peuplés de militants CFDT. Ils sont entourés de militants, ou de dire même souvent d'ailleurs, de niveaux assez élevés, venus de la CFDT. Donc il y avait aussi, y compris chez elle, clairement une colonne vertébrale politico-idéologique qui existait. Donc une forme de dépolitisation, qui, comment dire, qui a par voie de conséquence, de mon point de vue, une forme de domestication du temps social par le temps politique. Et qu'on retrouve, alors, j'ai fait un tableau là, dans cette brochure sur le dernier mouvement sur les retraites, j'ai fait un tableau à 2 colonnes, d'un côté les journées d'action, de l'autre le processus institutionnel. Et on voit clairement que systématiquement, les journées, les dates retenues sont indexées sur le processus institutionnel. Si je résume, en gros, au début, on attend que le gouvernement annonce son projet. Hein, alors que ça faisait d'ailleurs très très longtemps qu'on savait ce qu'il projetait. Hein, c'était un secret de polichinelle, mais on attend quand même qu'il le dise. Une fois qu'il l'a dit, puisqu'il va y avoir des conseils des ministres, etc., on commence à faire 1 ou 2 journées d'action qui sont calquées sur ce processus gouvernemental. 2, 3, quoi. Après, la balle est renvoyée à l'Assemblée nationale,
en commission, puis en séance publique, on organise des journées d'action à ces moments-là. Un peu comme si d'abord on s'en remettait à la sagesse, entre guillemets, du gouvernement, puis à la sagesse de l'Assemblée nationale. Celle-ci ne se révélant finalement pas si sage que ça passe au Sénat. Et les dates qui suivent sont indexées sur le processus d'étude du projet de loi au Sénat, comme si on s'en remettait à la sagesse des sénateurs. Ça ne marche toujours pas. Il y a le 49.3, comme vous le savez. Alors, bien sûr, le 49.3, ça s'accompagne là aussi de mobilisation. Puis ensuite, on s'en remet au Conseil constitutionnel, puisque les dates qui suivent sont largement indexées sur le Conseil constitutionnel. Puis le Conseil constitutionnel rend sa décision. Et là, on s'en remet au 1er mai, fête des travailleurs. Bon, à savoir qu'en quelque sorte, enfin là, c'est vraiment mon point de vue, on sacrifie l'autonomie syndicale sur l'autel de la domestication de ces pratiques conflictuelles. Et il s'en remet donc au champ politique. Alors, non pas qu'il n'y ait jamais eu de coïncidence entre des mobilisations et des calendriers politiques, ça a toujours été plus ou moins le cas, mais on a rarement eu, à mon sens, depuis quelques années, plus particulièrement lors de ce mouvement, une telle adéquation et au fond, au bout du compte, un arrêt net dès lors qu'on ne peut plus s'en remettre à personne. Voilà. C'est ça aussi que j'appelle la domestication du temps social par le temps politique. Et il n'y a pas si longtemps que ça, prenez le CPE. Chirac avait promulgué la loi. Et ça n'avait pas empêché les organisations syndicales et les organisations de jeunesse de maintenir leur mobilisation, alors même que la loi était promulguée. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me souviens, et c'est pour ça que que j'ai eu cette idée-là, enfin, que j'ai essayé de réfléchir à ça, dans le livre que je citais tout à l'heure, parce qu'il est paru en 2011, juste après le mouvement sur les retraites, la réforme Sarkozy. Et ça m'avait frappé parce que là, j'avais entendu des discours à l'envi disant, au fond, lorsque le processus institutionnel, lorsque le processus parlementaire sera terminé, eh ben, il va falloir qu'on réfléchisse à autre chose. Voilà. Qu'on fasse autrement. On ne peut plus continuer à mobiliser à partir du moment où la loi aura été votée. Au fond, on accepte, enfin, certains diraient on capitule hein, devant la prise de décision politique. Voilà. Bon. Or, encore une fois, vous pouvez regarder l'histoire du mouvement social au XXe siècle, ça n'était pas le cas. Enfin, en tout cas, ça n'était pas systématiquement le cas. On pouvait tout à fait continuer des mobilisations, y compris si le pouvoir politique cherchait à faire en sorte qu'elles s'éteignent. Enfin, il y avait une espèce de disjonction, si vous voulez, entre ce temps politique et ce temps social. Voilà, le temps politique, il fait ce qu'il veut, il fait ses lois, etc. Nous, on n'est pas d'accord. On a notre temps à nous, c'est celui de la mobilisation et de la construction des mobilisations, jusqu'à temps que le pouvoir politique cède ou ne cède pas, et dans ce cas-là, on connaît l'échec, ce qui peut arriver aussi, mais en tous les cas, on n'est pas indexé de manière aussi systématique et aussi prégnante sur ce calendrier politique. Et tout ça s'accompagne aussi, d'ailleurs, hein, je pense que c'est pas un hasard, d'un changement de la perspective des modes de légitimation du syndicalisme, qui passe pour moi de modes de légitimation qui se voulaient organiques, à savoir que le champ syndical allait rechercher dans des pratiques qui étaient la grève, l'assemblée générale de grève, etc., les réunions, etc., au profit de processus électoraux. Parce que ça, c'est l'effet des lois de 2008-2010. 2008 dans le privé, 2010 les accords de Bercy dans le secteur public. Alors c'est surtout d'autant plus vrai depuis la loi de 2008 dans le secteur privé, où finalement le mode de légitimation des syndicats est devenu un mode électoral. Ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2008. Hein. Ce critère-là n'était pas un critère privilégié. Les critères retenus, c'était des critères que j'appelle mouvementistes. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une organisation syndicale fait la démonstration qu'elle est capable de mobiliser autour d'elle, qu'elle est capable de faire adhérer, qu'elle est capable de créer du mouvement en quelque sorte. Mais c'est tout à fait typique du passage, d'une certaine manière, via ces recentrages,
du passage du champ syndical, de ce positionnement, pour reprendre là encore des termes de Rosan-Vallon, de son positionnement en tant que mouvement social privilégié à un positionnement en tant qu'agence sociale, c'est-à-dire au fond une structure plus institutionnalisée, qui devient finalement plus prégnante que la dimension, en tout cas de plus en plus prégnante par rapport à la dimension mouvement social. Et pour la CGT en particulier, ce type de processus, pour moi, aboutit à ce que j'ai appelé quelque part, lorsque j'ai été attaqué là-dessus, parce que je ne vous cache pas que tout le monde n'est pas d'accord avec moi et c'est très bien, sauf que parfois on n'est pas d'accord avec moi en transformant et en dénaturant ce que je dis, ce qui peut susciter de temps en temps quelques mises au point, ce qui aboutit au fond pour la CGT à une forme d'acculturation. Voilà. Pour moi, le recentrage tel que l'a connu et que je pense que l'a connu la CGT est aboutit à une forme d'acculturation. D'où, bien sûr, les débats que l'on a connus lors du dernier congrès confédéral. Enfin, pour moi, les débats qui se sont produits au moment de ce dernier congrès confédéral, sont un miroir de cette acculturation. On n'aurait pas besoin de polémiquer, de se déchirer sur ce que l'on est ou ce que l'on n'est pas, si il n'y avait pas eu des formes d'acculturation de l'identité CGT. Parce que pour moi, c'est un peu ça qui s'est dégagé des dernières années et qu'a fait éclater au grand jour, même si ça faisait longtemps que c'était c'était là, que c'était présent, que ça n'était pas dénoué. Je suis pas sûr que ça le soit d'ailleurs. Mais bon, bref, qu'en tout cas que ça n'avait pas éclaté comme ça a éclaté au moment du congrès de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que la CGT? Qu'est-ce que la CGT aujourd'hui? Qu'est-ce qui la distingue des autres? Quelle est vraiment son identité? Quel syndicalisme, quel modèle de syndicalisme porte-t-elle? Et ces interrogations-là, pour moi, c'est ça l'objet du débat. Alors, que certains ont décrite d'une manière plus ou moins. Alors, si on veut traduire lapidairement la manière dont les problématiques posées lors de ce congrès confédéral ont été formulées, si je résume, les questions c'était lutte de classe ou démocratie sociale? Quel syndicalisme? Syndicalisme de lutte de classe, syndicalisme de démocratie sociale, de dialogue social. Démocratie sociale entendue comme, non pas dans le sens du programme du CNR, hein, qui est un sens émancipateur, mais entendue comme la face pile du dialogue social. Transgression ou intégration? C'est aussi le sujet. Question sociale ou question sociétale? Ça aussi, c'était des questions qui étaient portées. Même si d'ailleurs je déteste ce mot sociétal, personne ne m'a jamais convaincu sur la définition qui lui est donnée. Bon, voilà, les choses se sont crispées, je dirais, autour, à mon sens, de ces diverses problématiques. Alors, il y a quelques questions de fond, hein. Je vais avancer un peu plus vite parce que je vois que l'heure tourne et que je suis un peu long et je veux pas prendre trop de temps et vous laisser la parole. Voilà, mais pendant le congrès lui-même, il y a un certain nombre de questions de fond qui ont émergé, justement, au travers de ces questionnements-là, social ou sociétal, donc, hein, comme je disais. Alors, ce qui me semble être alors, quelqu'un d'ailleurs spécialiste du syndicalisme définit le sociétal de la manière suivante: un syndicalisme qui prendrait en compte des dimensions revendicatives qui ne seraient pas immédiatement appréhendables sur le lieu de travail. Alors moi, la question que je pose, c'est quelles sont les dimensions revendicatives qui ne seraient pas appréhendables sur le lieu de travail? J'ai du mal à les identifier. Au contraire, moi je pense que la question n'est pas de savoir si, alors ça c'est encore un point de vue personnel, hein, ça n'est pas de savoir s'il faut traiter ou non ces questions dites sociétales. Je pense qu'il faut les traiter. Et je le pense d'autant plus que euh, on a connu une transformation des identités collectives, qui sont de moins en moins collectives d'ailleurs,
pour moi, on est passé, là je suis encore, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas mon maître à penser, je dis ça parce que je sais qu'il est très identifié aussi idéologiquement, euh, mais j'adhère assez à la proposition de Rosan Vallon hein, sur ce qu'il appelle son dernier livre là, sur les épreuves de la vie, où il explique que, euh, au fond, les grandes identités qui s'étaient construites au cours du XXe siècle se sont délitées et ont été remplacées par ce qu'il appelle donc ces épreuves de la vie. Ce que j'appellerais, moi, des identités d'épreuves. Alors, il en fait toute une typologie. Hein. Ça peut être les épreuves, ça peut être des risques psychosociaux, ça peut être la perception des inégalités, ça peut être le ressenti d'un mépris, bon, toute une série de choses, voilà. Alors, qui ont toujours existé en soi. Elles ont toujours existé. Enfin, ces ressentis, ces épreuves de la vie, hein, elles n'ont pas surgi comme ça. Sauf qu'il fut un temps, à mon sens, où en effet, elles étaient surplombées par de grandes identités, soit politiques ou idéologiques, soit professionnelles, et qui en effet se sont délitées. À la fois ces grandes identités politico-idéologiques et ces grandes identités professionnelles, ce qui fait que dans certains secteurs, d'ailleurs, la CGT est en difficulté, je pense, par exemple au secteur de l'énergie, au secteur des cheminots, enfin aux cheminots aussi, hein, parce que le syndicalisme CGT était parvenu à créer des bastions, des forces vives dans ces secteurs-là, précisément parce qu'elle était parvenue à créer de fortes identités professionnelles collectives qui ont été déconstruites, qui étaient déconstruites d'ailleurs bien sûr largement par la voie des politiques néolibérales hein, et des politiques dites de concurrence libre et non faussée, pour reprendre une expression bien en cours au sein de l'Union européenne. Mais toujours est-il que, en effet, aujourd'hui, c'est un peu comme si le champ syndical était confronté à ces identités d'épreuve, mais sans avoir comme proposition alternative solide face à elle et surplombante des identités politiques ou idéologiques ou des identités professionnelles. Voilà. Et moi, il me semble que c'est une des tâches du syndicalisme aujourd'hui d'arriver à reconstruire autour de ces identités d'épreuve quelque chose qui puisse déboucher sur des identités collectives plutôt que sur un émiettement des identités. Avec d'ailleurs un processus qui, aujourd'hui, on le voit bien, favorise plutôt dans le champ syndical le syndicalisme catégoriel. Parce que quand vous regardez les élections professionnelles, que ce soit dans le privé ou dans le public, les organisations qui perdent systématiquement des voix, ce sont les organisations confédérées. Le syndicalisme confédéré est en grande difficulté. Et si dans le privé, la CGT est passée première organisation, ça n'est pas parce qu'elle a gagné des voix par rapport à la CGT, c'est parce qu'elle en a perdu moins que la CGT. Mais le syndicalisme confédéré perd du terrain. C'est vrai aussi, on l'a vu, lors des dernières élections dans la fonction publique. Et qui gagne d'élection en élection? La CFE-CGC, à son niveau et dans une moindre mesure, puisque c'est une organisation plus récente et, et moins forte, mais qui se renforce quand même, l'UNSA, hein, qui est une collection de syndicats autonomes. Et puis dans le champ, ce qui est assez intéressant aussi, dans le champ des syndicats dits contestataires, prenez SNCF par exemple, hein, les dernières élections, une espèce de système de vase communicant, chez ceux qui continuent à penser dans le monde, parmi les cheminots, que le syndicalisme qu'il leur faut, c'est un syndicalisme de lutte, ils ont tendance à se reporter vers Sud. C'est-à-dire un syndicalisme qui n'est pas une confédération. Un peu comme si ils se déportaient vers un syndicalisme de nature plus catégorielle, moins confédéré, tout en gardant cette identité de combat en quelque sorte. Voilà. Dans tous les cas, je pense que voilà, la question n'est. J'en étais venu là parce qu'il me semble que le syndicalisme ne doit rien s'interdire en termes de corpus revendicatif. Et y compris dans ces identités d'épreuve que j'évoquais. Il y a du sociétal. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut les ignorer ou les prendre en charge. La question, c'est, pour moi, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas un sujet. Il faut les prendre en charge. Pour moi, ça n'est pas un sujet. Ce qui est un sujet, c'est comment fait-on pour les prendre en charge. Et pour moi, dans une démarche syndicale, les prendre en charge de manière efficiente, c'est le faire
à partir du lieu de travail, à partir du procès de travail. Et c'est la raison pour laquelle j'étais. Alors, je sais plus si je la retrouve, la phrase. Oui, voilà. Sophie Binet, quand elle a fait son discours de clôture là, au Congrès, elle a cette phrase. Et ça m'avait fait tiquer. Les questions, alors, elle parle des questions environnementales que certains donc incluent dans un grand ensemble sociétal, disons. Les questions environnementales ne sont pas sociétales et extérieures, mais doivent être portées au quotidien sur nos lieux de travail. Bah, cette phrase, je ne changerais qu'un mot. J'aurais dit, moi, alors, fort heureusement, je ne suis pas secrétaire général de la CGT, hein, mais doivent être portées au quotidien depuis nos lieux de travail. Elles doivent sortir du lieu de travail, enfin partir du lieu de travail et non pas être importées depuis l'extérieur. La démarche n'est pas la même. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une démarche qui est engagée d'ailleurs, puisque c'est Sébastien Menesplier qui, au niveau confédéral, s'occupe aujourd'hui des questions industrielles et liées aux sujets environnementaux. Il me semble qu'il est plutôt d'ailleurs dans cette perspective-là. Donc pour moi, c'était un débat qui a été instrumentalisé, social-sociétal, qui a été instrumentalisé pour cliver, malheureusement, je dirais. Hein, voilà. Et je pense qu'il faut dépasser ce stade. Alors qui s'est exprimé, hein, vous le savez, lors du Congrès confédéral, par la prise de distance vis-à-vis du plus jamais ça, hein, cette forme d'association, CGT, Attaque, Greenpeace. La CGT donc a décidé de sortir. Autre sujet, alors qui continue d'être travaillé, c'est celui de ce que j'appelle la défragmentation du champ syndical. Pour moi, ça aussi, c'est un sujet majeur qui se pose au syndicalisme en général, à la CGT en particulier. Ce que j'appelle la défragmentation du champ syndical, c'est-à-dire ce processus de rapprochement entre certaines organisations, qui a commencé à être discuté. Hein, vous le savez sans doute, il y a eu des rencontres au niveau national entre dirigeants de la CGT et de la FSU, hein, qui d'ailleurs qui aimeraient bien que ça joigne à cette démarche sud en particulier. Alors moi, si vous voulez, ce qui me pose, enfin, ce qui fait que je ne suis pas du tout opposé à cette démarche, bien au contraire, je la soutiens. Là encore, il me semble que la question, c'est de savoir selon quelle méthode on met en œuvre cette démarche. Si c'est effectivement quelque chose qui apparaît comme une espèce de manœuvre d'appareil qui chercherait à diluer un peu plus encore l'identité CGT, c'est un peu ça, comme ça qu'elle est vue parfois. Bon, bah si c'est ça, effectivement, je pense que c'est une mauvaise méthode. En revanche, s'il s'agit de deux choses, c'est-à-dire d'abord de faire le constat que on n'a jamais eu dans notre histoire syndicale autant de syndicats avec aussi peu de syndiqués, c'est un précédent historique. On a 8 organisations qui syndiquent au niveau national. 8, on n'a jamais vu ça, avec des taux de syndicalisation estimés autour de 10%. Il y a un problème par rapport à ça. Il y a un problème, pourquoi? Parce que c'est de la deuxième dimension pour moi. Il y a un problème dans la mesure où cet émiettement ne correspond pas, à mon sens, à des propositions originales de démarche syndicale. De mon point de vue, il n'y a que 2 véritables propositions de syndicalisme. Alors pour certains, ceux qui soutiennent l'idée alors pour reprendre une expression qui est parfois utilisée, de commun du syndicalisme, hein, qui voudrait en quelque sorte rassembler, faire une espèce de... Alors, je résume, et peut-être que je résume de manière un peu lapidaire, et en espérant qu'elle ne soit pas malhonnête, mais une espèce de CES à la française, quoi. Voilà. Hein, une structure qui parviendrait à rassembler tout le monde. Alors évidemment, à moins d'être un débile mental, on ne peut pas dire qu'il vaut mieux être divisé que rassemblé. Bon, c'est un truisme. Maintenant, pourquoi faire et avec quelle pratique? Mais c'est la raison pour laquelle je pense que dans notre histoire, il n'y a que 2 véritables propositions enracinées dans notre histoire syndicale,
c'est d'une part la proposition CGT, dont j'ai essayé de résumer à grands traits les caractéristiques, et puis l'autre proposition, qui est tout aussi ancienne, celui du syndicalisme de culture chrétienne. Les premiers syndicats chrétiens, d'ailleurs, apparaissent avant même la CGT. Bon. Aujourd'hui, quand je dis de culture chrétienne, je veux dire par là de syndicalisme qui ne se revendique pas comme chrétien, mais qui reprend dans ses conceptions, dans sa démarche, dans sa culture, la culture du syndicalisme chrétien, qui, pour moi, est incarnée aujourd'hui au premier chef par la CFDT. Hein, bon, voilà. Et effectivement, c'est une proposition différente. Je le disais, tout aussi enracinée, tout aussi ancienne, tout aussi construite, tout aussi construite. Chacun se reconnaît dans ce qu'il veut, mais voilà, elle existe. Après, en dehors de ça, il y a effectivement toute une série d'accidents de l'histoire. Hein. Il y a aussi, bien sûr, et il a toujours existé, le syndicalisme confédéré n'a jamais rassemblé tout le monde. Hein. Même quand la CGT était la seule confédération, elle ne rassemblait pas tout le champ syndical. Jamais, jamais le syndicalisme n'a été rassemblé dans une seule organisation. Jamais. Donc à côté de ça, il y a toujours eu des syndicats autonomes, des syndicats catégoriels, etc., etc. Bon, que j'ai du mal à identifier comme une forme de proposition originale de syndicalisme, dans la mesure où elle serait enracinée et elle aurait un même arrière-plan historique, qu'elle aurait une même cohérence en termes de proposition de syndicalisme ou de proposition de société. Hein. Bon. Donc je les mettrais un peu à part. Et évidemment, si on en est à 8, c'est pas pour rien, c'est des accidents de l'histoire. FO en 47, sur quoi se fait la scission? Elle se fait quand même avant tout sur la question du positionnement par rapport au contexte de guerre froide et sur l'anticommunisme. La déconfessionnalisation de la CFDT, bon, qui fait qu'il y a une CFTC maintenue, c'est une forme d'accident de l'histoire. Si on a eu une démultiplication des organisations ces dernières décennies, c'est aussi des accidents de l'histoire. Hein, l'UNSA, la FSU, bon, bah, il y avait la FEN avant. Bon, chacun connaît sans doute ce qui s'est passé hein, au début des années 90 au sein de la FEN, qui a généré donc cette scission, quoi, hein, avec donc l'apparition de la FSU et de ce qui va devenir, enfin de ce qui va donner lieu ensuite via le syndicat des enseignants ex-FEN à l'UNSA, les syndicats sud, parce que ça commence, il y a le syndicat des PTT qui est mis dehors parce qu'à un moment donné, il s'est associé dans une lutte à la CGT, puis ensuite d'autres qui vont partir ou être plus ou moins renvoyés parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans la ligne nota. Bon, et tout ça va générer Solidaire au bout du compte, avec bien sûr d'autres organisations qui vont s'y agglomérer. Bon, mais bref, c'est une succession d'accidents. Pour moi, c'est une succession d'accidents de l'histoire. J'ai du mal à y voir de véritables propositions de syndicalisme nouvelles, innovantes, qui seraient très différentes hein, de l'une ou de l'autre que j'ai décrite, culture CGT ou culture chrétienne. Bon. Voilà. Et donc, dans le rapport de force, compte tenu de l'état du rapport de force, je pense qu'il est compliqué de considérer qu'il faut absolument en rester à ce panorama-là. Bon. Alors, la question de la jeunesse, hein, elle a été un peu aussi débattue lors de ce congrès confédéral, et je pense que c'est un sujet important parce que s'il n'y a pas de renouvellement, bah, à terme, on va aller vers un syndicalisme de plus en plus résiduel. Et alors là, j'y reviens pas parce que c'est trop polémique, mais je soutiens des, des idées qui sont pas forcément, disons, très majoritaires au sein du champ syndical et au sein de la CGT en particulier. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a un travail à faire en direction, y compris du monde étudiant. Voilà, bon, bref, j'en dis pas plus là-dessus. Après, il y a toute une série de problèmes qui n'ont pas été résolus. Alors d'ailleurs, on a très peu parlé euh, lors de ce congrès de Clermont-Ferrand de la question des affiliations internationales. Je dis ça parce que lors du congrès de Dijon, qui était le précédent,
auquel j'avais assisté d'ailleurs, ça avait été un des points de clivage, un des points qui avait été cristallisateur des mécontentements à l'époque et qui n'a pas été très discuté lors de ce congrès. Or, d'ailleurs, hein, ce fut aussi une forme de, comment dire, euh, de conséquence du recentrage de la CGT, hein, sa sortie donc de la FSM et son adhésion, un peu dans le même mouvement, son adhésion à la Confédération européenne des syndicats. Hein. Cette question-là s'inscrit aussi d'une certaine manière dans cette histoire de longue durée. Ce qui m'a semblé émerger aussi, comme je le disais au début, mais j'y reviens rapidement, ce qui m'a semblé aussi émerger, c'est une demande de fond de reconsidérer ou de réinvestir une CGT plus identitaire, c'est-à-dire une forme de, pour faire simple, avec des guillemets, une forme de retour aux sources, si ce n'est vers le syndicalisme révolutionnaire, tout du moins vers la mise en œuvre concrète de ce vieux mot d'ordre du syndicalisme de classe et de masse. Et il me semble que elle était exprimée aussi cette demande de reconsidération, de réinvestissement ou de redéfinition de l'identité CGT, précisément par la prise de distance vis-à-vis du plus jamais ça, ou aussi la prise de distance à ce moment-là, dont on voit qu'elle est peut-être en train de tomber, vis-à-vis du rapprochement entre la CGT, FSU et Sud, hein, qui a été là aussi invalidé à un moment donné par le Congrès. Donc, ce qui fait que, voilà, je pense qu'en effet, c'est un impératif dont sont conscients, je pense, hein, les dirigeants aujourd'hui de la CGT, de travailler à une clarification de ce qu'est, de ce que doit être, de ce que n'est pas l'identité de la CGT, quelle est sa colonne vertébrale, quel syndicalisme porte la CGT, hein, pour sortir de cette espèce d'acculturation que j'évoquais tout à l'heure, mais qui est aussi une forme de banalisation, à mon sens, parce que finalement, vu de loin, certains peuvent peut-être se demander qu'est-ce qui vraiment fondamentalement différencie la CGT et justifie qu'on y adhère plutôt qu'à une autre. Alors la question aussi, certains posent la question du confédéralisme et du fédéralisme tout court, considérant que c'est un mode de fonctionnement qui ne convient plus. Qui ne convient plus parce que le fédéralisme, hein, qui préside, comme vous le savez, donc au fonctionnement de la CGT historique, hein, jusqu'à nos jours, poserait problème car ce fédéralisme susciterait en quelque sorte un manque de cohésion de la CGT, au sens où, au nom du fédéralisme, la maison confédérale, l'échelon confédéral ne parviendrait plus vraiment à irriguer le corps social de la CGT, hein, et que ça générerait en quelque sorte une organisation trop disparate et où les décisions prises entre guillemets démocratiquement au niveau national ont des difficultés à redescendre au niveau soit local, soit professionnel. Il me semble que c'est un faux débat et qu'il s'agirait là en l'occurrence de faire tomber la fièvre en cassant le thermomètre, parce qu'à mon sens les difficultés de l'échelon confédéral et donc les difficultés de la pratique fédéraliste vient pour moi en grande partie du fait que précisément il y a un déficit de colonne vertébrale en termes de définition du syndicalisme CGT. Et quand on regarde un peu les moments où le fédéralisme a plutôt bien fonctionné et ceux où il a moins bien fonctionné, c'était souvent quand il fonctionnait bien, précisément parce que, au fond, il y avait une définition de l'identité CGT qui était claire, voilà, et autour de laquelle parvenait à se reconnaître le plus grand nombre. Et à partir de là, il n'y avait pas vraiment de difficulté au fonctionnement du fédéralisme. En revanche, lorsque la CGT est un peu en déshérence identitaire, si je puis dire, le fédéralisme a plus de mal à fonctionner parce que ça génère une espèce de disparité des points de vue, hein, et cette disparité des points de vue qui n'arrive pas à trouver une synergie, à trouver une synthèse à l'échelon national, à l'échelon confédéral, fait qu'en effet, telle ou telle fédération, telle ou telle union départementale va se replier sur
ses propres choix, en quelque sorte, et y compris parfois si ce n'est en ignorant, tout du moins en suivant pas forcément à la lettre les décisions nationales ou les mandats confédéraux. Et d'ailleurs, de ce point de vue, Émile Pouget, j'aime bien sa phrase, je vais le citer dans sa brochure, où il définit comme ça le rôle de la Confédération. La Confédération n'est pas un organisme de direction, mais bien de coordination et d'amplification de l'action révolutionnaire. Ici, il y a cohésion et non centralisation, impulsion et non direction. C'est là ce qui fait la puissance rayonnante de la Confédération. L'impulsion ne vient pas d'en haut, elle part d'un point quelconque, et ses vibrations se transmettent en s'amplifiant à la masse confédérale. Ça me paraît être une bonne appréhension de comment peut se construire, dans une perspective cégétiste, l'efficience de l'échelon confédéral et du confédéralisme. Me semble se poser aussi la question de la stratégie des luttes. Je ne suis pas sûr qu'un bilan ait été fait là-dessus, parce qu'à la lecture des derniers débats dans les instances confédérales, j'ai du mal à voir, comme je citais la phrase tout à l'heure, de véritable bilan, j'allais dire, critique, voilà. Non seulement du dernier mouvement sur les retraites, mais y compris plus largement sur les modalités d'action choisies. J'ai même lu des phrases qui se félicitaient de la réussite du 19 mars. Personnellement, je verrais plutôt dans le 19 mars un succès très relatif. Donc je pense qu'à un moment donné, pour pouvoir se redéfinir, pour pouvoir clarifier ce que l'on est, il faut accepter de faire un bilan de ce que l'on a été, de comment, de vers où on s'est dirigé, comment on s'est transformé, qu'est-ce que ça nous a apporté de positif, éventuellement. Qu'est-ce que, éventuellement aussi, ça a pu nous apporter de problématiques. Bon, mais il faut accepter de faire cette critique-là. Et ça, j'ai l'impression que c'est assez difficile. Et qu'il y a même aujourd'hui parfois quelques gardiens ou gardiennes du temple qui se remettent en selle et qui cherchent plutôt à éviter que ne soit fait un bilan critique de ces 20 années qui ont changé la CGT, pour reprendre le titre du livre de Leïla de Comarmont. La question du rapport aux politiques, je pense que là, vous l'avez compris, ça me semble être une dimension à considérer. Il faut réfléchir à ça. Comment fait-on? Enfin, il y a un moment où on voit bien que les stratégies qui sont déployées, qui prétendent ne se déployer que via des modalités d'organisation sociale, elles se heurtent à chaque fois au même mur. Et ce mur, ça s'appelle le mur du politique. Comment on prolonge dans les institutions les injonctions qui sont les nôtres, quand je dis les nôtres au sens nous, organisation syndicale. Comment on s'y prend pour ça? Et je ne pense pas qu'en soutenant l'idée qu'il faut un champ ou deux champs hermétiques, l'un qui s'appellerait le champ social et l'autre qui s'appellerait le champ politique, au sein desquels il ne devrait pas y avoir de système de vases communicants, je pense que c'est une grossière erreur. Et j'aime bien cette phrase, je l'ai lu il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Dominique Rousseau, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le constitutionnaliste, que j'aime bien d'ailleurs, il fait souvent des choses très intéressantes et assez critiques d'ailleurs, y compris sur le droit constitutionnel, qui est sa spécialité. Il a publié une tribune il y a, donc, je crois, 1 an et demi, 2 ans peut-être, dans Le Monde, où il dit ceci. Alors ça m'avait frappé, parce que ça fait 15 ou 20 ans que je le dis, mais je me suis rendu compte, dit-il, que les mouvements sociaux doivent trouver à se prolonger dans le champ institutionnel. Et c'est marrant parce que ça me faisait rire, parce qu'il formule ça comme si un peu il avait une espèce de révélation d'un seul coup. Mais il a cette phrase, et qui me semble très juste. Parce que il y a aussi quelque chose qui est assez marquant, on est dans une phase historique. Il n'y a jamais eu une succession à un tel rythme des mouvements sociaux d'ampleur nationale. Depuis 2016, ça n'a quasiment jamais arrêté. On peut faire la liste. 2016, loi El Khomri. Donc ça dure quasiment 6 mois. Enfin, ça commence en mars, ça finit début juillet, je crois, si je dis pas de bêtises, la mobilisation.
2017, il y a l'élection de Macron et bon, un embryon de mobilisation autour de ces ordonnances réformant le code du travail. 2018, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Alors là, c'est pas un mouvement syndical au sens classique du terme, mais c'est un mouvement social au sens où le définit la sociologie, hein, qui dure lui-même quasiment jusqu'au printemps, voire à l'été 2019 et prétend même ne pas mourir. 2019, 5 décembre, début du mouvement sur la première tentative de réforme des retraites de Macron, qui se termine vraiment au moment du confinement. Puis après, effectivement, il y a cette période du confinement avec le Covid. Et puis, bing, hop, encore un mouvement 2023, nouveau mouvement. Alors, bien sûr, les attaques se multiplient, on est d'accord. Mais une telle succession, pour moi, à chaque fois, bah, on remet c'est un peu comme si on remettait à chaque fois l'ouvrage sur le métier parce qu'on n'arrive jamais au terme de ce que portait chacune de ces mobilisations. Et parce que, à mon sens, chacune se heurte en effet à cette absence, à cette non-volonté parfois d'avoir ou de rechercher des formes d'articulation, de relais institutionnels dans le champ politique, des rapports de force construits par le mouvement social. Ça pose un problème. Alors la question est de savoir, bien sûr, là encore, si jamais on considère que c'est un problème, de quelle manière? L'idée, c'est pas, ce que je suis en train de dire, c'est pas l'idée de reconstitution d'une quelconque courroie de transmission. Je dis ça pour éviter les fausses interprétations ou les faux débats. Pour moi, il y a divers chemins possibles et à tester. Parce qu'il me semble que le champ syndical est dans une situation où il ne peut pas s'exonérer d'essayer des choses, hein, même des choses qui ne fonctionneraient pas. Enfin, en tout cas, d'essayer des choses. Mais en tous les cas, c'est un sujet à réfléchir parce que ce sujet-là participe aussi hein, d'une vaste bataille des idées, d'une bataille culturelle, hein, d'une bataille culturelle dont on voit bien au regard du climat actuel qu'on n'est pas forcément les plus victorieux en la matière. Bon. Et donc cette question du rapport aux politiques, elle inclut aussi cette question de la bataille culturelle. Et si on ne renverse pas la vapeur et le rapport de force sur cette bataille culturelle, on aura du mal à sortir des ornières que l'on connaît et voilà et à retrouver des chemins qui soient des chemins du succès. Des succès, il y en a d'ailleurs hein, dans des mobilisations locales. Hein. Moi, je pense que d'ailleurs une des stratégies de revivification, au regard des échecs répétés et devenus contre-productifs des journées d'action répétées, c'est de s'appuyer sur cette espèce de défragmentation des mobilisations locales. Il y en a plein dans des entreprises, dans des départements, la Seine-Saint-Denis, dans le secteur de l'éducation, par exemple, en ce moment. Voilà, tout ça est très fragmenté, en effet, hein, mais souvent, on voit bien, en fait, c'est les grands mouvements sociaux, à un moment donné, ils émergent parce que de cette fragmentation, à un moment donné, va surgir, pour des raisons qui souvent d'ailleurs sont difficilement explicables en amont, quoi, mais vont surgir pour donner une mobilisation plus globale. Bon. Mais je connais aucun grand mouvement social, soit 36, 68, n'importe lequel, qui soit pas parti à un moment donné, d'abord, de plusieurs mobilisations, de plusieurs luttes syndicales locales, hein, et pour qu'elles débouchent après sur la construction de mobilisation plus générale. Alors ça implique aussi une stratégie, hein, y compris une stratégie des grèves, qui à mon sens on a peut-être un peu perdu, qui passe par toute une série de choses. Identifier les lieux qui sont aujourd'hui les nouveaux lieux, si je puis dire, mais que l'on connaît, de perturbation du système économique, par exemple, syndiquer dans ces lieux-là, parce que souvent ces lieux-là sont des lieux qui sont composés, et ça c'est une autre difficulté qu'il ne faut pas ignorer bien sûr, d'un monde du travail lui-même très fragmenté, très précarisé, très fragilisé, hein, avec des sous-traitants, des donneurs d'ordre, etc., et qui se syndiquent très peu. Bon, en même temps, il me semble qu'ils ne sont pas du tout, enfin, par nature, si j'ose dire, rétifs au fait syndical. Hein, et il doit y avoir une stratégie là aussi de syndicalisation, mais qui sortent des injonctions qu'on a connues à répétition, de plans de syndicalisation, etc., et qui sont jamais vraiment soit mis en œuvre,
aboutissent à quelque chose de concrétisé. Je pense qu'il faut cibler un certain nombre de choses. Enfin, bref, voilà, définir une stratégie plutôt que de s'agiter euh, sur des modalités de mobilisation qui sont clairement aujourd'hui neutralisées. Qu'on le veuille ou non, elles sont neutralisées. Voilà. Bon. Alors ça fait beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Il est déjà 8h moins 20. Donc je suis désolé d'avoir été un peu long. Non, mais merci Sujet beaucoup. compliqué. Alors, on a quand même un peu de temps pour les questions. Alors, attends, est-ce que je fasse quelque chose ici? Qu'est-ce qui est marqué là? Levez la main, non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est là. Non, non, c'est Non? là. Attends.